Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à Sacrée Soirée. Bonnes vacances les enfants pour ceux qui sont en vacances. Bon courage les autres. Si je vous dis, merci d'abord. Ensuite, si je vous dis, ah les belles bacchantes. Si je vous dis Pouic Pouic, si je vous dis le gendarme de Saint-Tropez, si je vous dis Fantomas, si je vous dis le petit baigneur, le corneau, Oscar, la folie des grandeurs, les aventures de Rabbi Jacob, l'aile ou la cuisse, la belle américaine, la soupe aux choux, un seul nom vous vient à l'esprit. Le nom d'un homme que j'aimerais que vous applaudissiez ce soir et à qui nous allons rendre hommage tout au long de l'émission, Louis de Funès. Louis de Funès, avec sa famille, ses amis, ses proches, les comédiens avec lesquels il a tourné, les metteurs en scène avec lesquels il a travaillé. Et restez avec nous parce que vous allez découvrir un homme que vous méconnaissez. Vous connaissez l'artiste, vous connaissez le comédien, vous connaissez celui qui vous a fait passer des heures inoubliables. Vous ne connaissez pas l'homme. J'ai appris à le découvrir en préparant cette émission avec l'équipe de Sacrée Soirée grâce à ses proches. Ce sera notre objectif ce soir. On commence par une chanson, vous voulez bien, et une chanson qui met à l'honneur les enfants. L'artiste qui va arriver dans un instant est le seul artiste à avoir été classé 3 fois numéro 1 au top 50. C'est un record. Un titre qu'il dédie à sa fille qui se prénomme Joy. Voici François Feldman. Amour qui pétille, elle me déshabille, de ses yeux qui brillent, parfum de vanille, on sent ma famille, y a pas plus gentil que cette petite fille. Déjà tu chantonnes, Joy, ta voix me passionne, Joy, et quand tu tourbillonnes, Joy, j'ai le cœur qui frissonne, baiser je te parfum de vanille, l'amour qui pétille, elle me déshabille, de ses yeux qui brillent, parfum de vanille, mon sang, ma famille, y a pas plus gentil que cette petite fille. Oh Joy. Joy. J'aime une grande personne. Comme une cigogne, la vie elle te donne. Parfum de vanille.
François. François Fellman, qui viendra tout à l'heure me rejoindre pour présenter avec moi la séquence des numéros 1 de demain, avec une jeune femme qui a gagné la semaine dernière, et puis un jeune challenger, vous verrez, vous serez surpris, parce que c'est un tout jeune challenger qui l'emportera. Attendons d'abord de voir et d'entendre les chansons. Alors, c'est la première fois qu'une grande émission est consacrée 9 ans après sa disparition à cet immense comédien qui était Louis de Funès. Avant qu'elle ne soit là, je voudrais 1000 fois remercier Madame de Funès d'avoir accepté de venir pour la première fois en compagnie de ses 2 fils, et je vous demande de les accueillir, Olivier, Patrick et Madame de Funès. Merci, merci. 1000 merci, madame, c'est vrai, je le dis du fond du cœur, 1000 merci, parce que on vous voit rarement à la télévision. Vous êtes venu une fois à Sacrée Soirée, je me souviens. Oui, comme invité pour Galabru. Pour Galabru, très rapidement. Oui. En tant qu'invité surprise. En tant qu'invité surprise, oui. Le micro rouge pour Madame de Funès, on n'entend pas ce que dit Madame de Funès. Je lui avais Alexis. apporté un joli cadeau, c'est-à-dire les lunettes que mon mari portait tout le temps, Oui. qui étaient toujours déformées d'ailleurs, parce qu'il les tenait d'une main, et il s'amusait avec toute la journée. Alors je lui ai apporté une chose horrible, mais c'était vraiment les dernières lunettes de mon mari, il était ravi. Pourquoi avez-vous accepté de venir ce soir en famille? Parce que nous vous avons demandé maintes et maintes fois de venir parler de Louis de Funès. Et puis, comme par magie, il y a quelques semaines, hop, je suis allé chez vous, vous m'avez dit oui. Qu'est-ce qui vous a incité? Il y a eu un déclic, il y a eu un déclic, c'est certain. Oui, j'aime beaucoup votre émission, je suis ravie d'y être, je vous aime beaucoup. Mais il y a eu un autre déclic. Je pense que c'est mon mari qui le voulait. Parce que tout d'un coup, j'ai pris la décision comme ça, rapidement. Vous voyez, c'est lui qui me l'a dicté, parce qu'il me dicte tout. Il est toujours à côté de moi. Toujours. Toujours. C'est curieux parce que bon nombre de femmes d'artistes, d'artistes disparus me disent la même chose. Mon mari est toujours là et mon mari me dicte ce que je dois faire. Il continue à exercer son autorité, si je puis me permettre. Ah oui, son autorité et puis sa protection surtout. Oui. Oui. Il m'arrive des tas de choses où vraiment je suis désespérée, mais je ne pense pas à lui particulièrement. Mais il se manifeste immédiatement. Quelle différence y avait-il entre s'appeler Mademoiselle de Maupassant, puisque vous êtes Mademoiselle de Maupassant, et Madame de Funès de Gagliarda? Quelle différence y a-t-il? Est-ce que l'un était plus facile à porter que l'autre? Non, pas du tout. C'est exactement la même chose. Mais après, ce qui était plus facile, c'est que j'étais une femme. J'étais plus commandée dans une famille très stricte, très sévère. J'étais une femme, j'étais un peu ma maîtresse chez moi, tout en ayant un mari sévère. Et les deux Maupassant, pardon, de quel œil voyait-il la petite fille de Guy de Maupassant épouser quelqu'un Au début, du ça s'est spectacle? passé très mal. Ah ben, je me doute. Très mal. Oui, parce que Louis, à ce moment-là, était vraiment... c'était très difficile de penser à l'avenir. Il était pianiste. Il était pianiste. Qu'allait-il faire dans la vie? La famille, ça réagissait très mal. On va dire plein de choses. Je voudrais vous présenter, vous qui nous regardez, les 2 fils de Louis de Funès, Patrick de Funès. Bonsoir Patrick. Bonsoir Jean-Pierre. Merci d'être venu. Vous êtes médecin. Oui. Vous ressemblez... On vous l'a dit ça déjà, que vous ressembliez à votre père? Non, jamais. Oui, si, c'est variable. Si, moi je trouve que vous ressemblez beaucoup à votre père. Un peu moins que moi, quand même. Un peu moins que vous. Et alors vous, on vous connaît parce que vous êtes une grande vedette, cher Olivier de Funès, dans les avions d'abord, puisque vous êtes maintenant instructeur commandant de bord dans une compagnie nationale d'aviation qui appartient au groupe Air France et qui s'appelle Air Inter. Tout à fait. Mais que vous avez débuté comme comédien, Olivier. Oui, j'ai débuté, mais je suis resté débutant d'ailleurs. Ouais. Comment se fait-il que vous ayez obliqué comme ça vers l'aviation civile et quitté le métier de comédien? C'était une décision... J'ai toujours aimé l'aviation, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'étais très tenté par le cinéma et par le théâtre en particulier. Donc j'ai eu des facilités pour débuter, mais je me suis quand même rendu compte assez vite que j'avais pas assez de talent pour poursuivre ça. Et là, je suis très heureux dans mes avions. Que pensent les passagers quand ils entendent le commandant de Funès vous souhaite un bon voyage? Écoutez, je crois qu'ils n'entendent pas.
Oui. J'ai jamais eu de réflexion particulière. Bah, ils sont attachés, vous êtes marrant. Vous. Ils sont attachés, ils n'entendent pas. Ils sont peut-être dans un état second, ils ont un petit peu peur dans les avions. Et je crois que le nom du commandant de bord leur importe peu. Alors, dites-moi, Louis de Funès, dites-moi la vérité, puisqu'on est entre nous, dans mon salon, est-ce que c'était un marrant? Patrick, est-ce que c'était un marrant, Louis de Funès? Marrant. Oui. Bah oui, quand il voulait être amusant, mais on s'amusait bien à la maison en tout cas. Oui. Par exemple. Mais pas dans le sens des gags au cinéma. C'était quelqu'un de très, contrairement à ce que l'on a dit, quelqu'un de très gai. Et puis en plus, non, on s'amusait bien tout le temps. Ce qui m'est épaté de ce que nous nous sommes rencontrés, oui, on en avait parlé un peu. c'est que vous me disiez notamment qu'il testait les gags. C'est-à-dire que de Funès, les gags étaient longuement préparés. Olivier, il les testait auprès de vous? Oui, souvent, oui, parce qu'il notait sur des petits bouts de papier tous les gags au cours de la journée. Oui. Et souvent, il les testait sur maman, d'une part, et puis sur moi aussi, j'étais bon client. Mais enfin, quelquefois, je riais pas. Il me présentait un gag, et il me dit, puis le gars va faire ça, et bouf, il tombe. Et moi, je dis, c'est pas terrible. Et ça, il m'en voulait pas du tout. À ce moment-là, il prenait une serviette, il se la mettait sur la tête, et puis il me dit, ça te fait rire. Et là, bien sûr, j'éclatais de rire. Il me dit, bah, tu vois. Bah, tu vois, c'est pas compliqué. Voilà. Comment vous êtes-vous rencontrés, Mme de Funès, avec lui? Nous nous sommes rencontrés... Le petit micro. Ah oui, nous nous sommes rencontrés au Conservatoire de jazz de Charles-Henri. Oui. C'est là où vraiment il est venu... Moi, je voulais jouer du jazz alors que j'avais pas du tout de facilité pour ça. Et puis lui, il y était déjà. Alors, Charles-Henri m'a dit un jour, il faut vraiment aller dans cette classe merveilleuse où il y a un type, tu vas voir, il est extraordinaire, il connaît pas un brin de musique et il joue merveilleusement bien. Oh ben, je dis, c'est pas possible. Et là, j'ai fait sa connaissance et j'ai été émerveillée. Par sa façon de jouer, puis par l'homme aussi? Oui, émerveillée par sa façon de jouer d'abord. Puis ensuite, l'histoire de l'homme est venue après. L'histoire de l'homme est venue bien après. Alors moi, j'ai l'impression que de Funès était quelqu'un de très maniaque. Est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce qu'il était maniaque dans la vie, comme il semblait l'être parfois dans certains de ses rôles? Pas maniaque, hein, mais très consciencieux, très perfectionniste. Quand vous dites pas maniaque, par exemple, à la maison, il fermait tout à clé. Qui veut me parler? Patrick, Olivier? Ah oui, c'est vrai. Toi, t'en as souffert. Patrick, de ça. vous en avez souffert, vous racontez-moi. Oui, il avait beaucoup de manies, comme tous les anxieux. Et puis en plus, il était très ordonné. Moi, je suis désordonné. Donc, il fermait en effet tout à clé. Quand c'était une grande propriété, on était tout le temps dehors. Alors, il avait beaucoup de manies comme ça. Il fallait s'habituer. Non, mais attendez, c'est-à-dire que quand il entrait dans une pièce, une fois qu'il était entré, qu'il allait dans une autre, il fermait derrière lui? Ah, toujours, oui. Puis en plus, il changeait très souvent les serrures et les clés parce qu'il prétendait qu'on faisait des doubles dans son dos. Oui. Alors, dès qu'une clé inviolable apparaissait, un nouveau modèle, toutes les serrures étaient équipées. Ça en faisait 50. Mais pourquoi il avait peur de quoi Ah ben il était très prudent. Oui. Oui. Et il y avait une alarme un petit peu partout dans le château de la... Ah, Oui. absolument. Et alors, quand il y avait de l'orage, par exemple, l'alarme se déclenchait toute seule. Alors, c'était la panique dans le château. On allait d'un bout à l'autre en croyant qu'il y avait un visiteur. Oui. Pas du tout, c'était l'orage qui avait déclenché la... Et ce qui est étonnant aussi, c'est que lorsqu'on arrivait chez les de Funès, mesdames, messieurs, il fallait s'annoncer. Et pourquoi fallait-il s'annoncer? Ah non, la nuit. La nuit. Il fallait s'annoncer la nuit. Pourquoi, mon cher Patrick? Parce qu'il était armé. Oui. Non, mais attendez, mais vous, par exemple, si vous arriviez la nuit, si vous disiez passer Patrick, il vous tirait dessus? Je ne serais pas... oui, en effet, je ne serais pas allé dans un couloir sans prévenir. J'aurais pu prendre... il était toujours armé, même dans le potager, dans la journée. Olivier, parce qu'il prétendait qu'on pouvait attaquer sa femme et qu'il ne pourrait pas la défendre. C'était normal, d'ailleurs. Oui. Alors, et puis il changeait là également aussi de modèle de revolver. On est passé du pistolet au revolver. Oui. Et il s'intéressait à l'évolution entre le pistolet, le revolver, le Colt. Beaucoup. Oui. Ah oui, mais ça le passionnait, ça. Oui. Et alors, il avait mis un écouteur dans la salle de billard qui était très éloigné de sa chambre parce que moi, je jouais très tard le soir. Oui. Alors, il m'avait dit, oui, mais si on t'attaque dans la salle de billard, il faut que j'entende. Alors, il avait mis, vous savez, un interphone. Et il était relié à moi au piano pour être sûr que je ne sois pas attaqué dans la salle de billard. Quel amour! Quel amour! Quelle protection permanente! On n'est pas autant protégé ici à Sacré Soirée. Ah oui. Regardez les quelques images. Trop protégé, d'ailleurs. Les quelques images que nous allons regarder ensemble, et pour la plupart, elles ont été tournées par Louis de Funès, votre mari. Je vais vous demander, mesdames, messieurs, d'avoir la gentillesse de les commenter. Alors regardez, on va le voir
tout petit, il vient de naître, il est là, il est à la maternelle, autour de ses camarades. Ah oui, Alors c'est vrai, dites-moi oui. un petit peu. Oui, oui, oui. Là, c'est au collège de Coulommiers. Il a joué une pièce à l'âge de 11 ans. Il avait tout fait, la mise en scène. Là, c'est quand on s'est rencontrés. Et là, c'était chez nous. Les enfants étaient déjà nés. Pour me faire... Ah, voilà le conservatoire de Charles-Henri. Le fameux conservatoire où vous vous êtes rencontrés. Là où nous nous sommes rencontrés, je suis à l'extrême gauche. Voilà Patrick, petit bébé, dans le château du... Alors voilà un peu plus C'est grand. ravissant. Hein. Ah, voilà, n'a pas Olivier et changé. Patrick. Et nous voilà toute la famille réunie, ainsi que le chien. Ouais, j'étais bien là. Ah oui, La ça, c'est carrière charmant. de cinéma d'Olivier de Funès c'est- commençait déjà sur ces images Ah avec oui, sa ça maman. c'est Olivier, celui-là. C'est très vite arrêté. Mais... Oh, très bien, Olivier, avec ses œufs. La plupart de ces films étaient quelque part chez Ah, vous Patrick. et vous Oui. ne les aviez pas revus. Non. Et vous nous avez fait confiance, Non, vous nous non. les avez confiés, on les a quelque peu dépoussiérés La et on les a cour d'honneur au retrouvés. château avec Patrick. Là, Olivier. Quand vous dites Où au est ça, château, Olivier il faudra qu'on précise plus tard. Oui. On le voit ce château, bien entendu. Ah, le voilà, oui. On le voit, vous êtes ici. Ah, en effet, avec Olivier, tous les deux, avec sur la votre terrasse. Et c'est une magnifique histoire et c'est aussi une belle histoire d'amour parce que ce château est redevenu vôtre. Ah, le hein. voilà, on le voit bien, là, le château. On le voit Il bien. est C'est beau. pas mal. Il est beau. Ça doit pas être simple à chauffer, mais c'est pas mal. Eh bien, dur nous pour étions nous. très bien sauvés. Alors voilà Potager. l'installation de mon mari dans le potager. Il a respecté, mais alors vous avez vu ce qu'il en a fait. Alors même pour le cinéma amateur, là c'était sur le France, vous partiez tourner. Oui, oh, merveilleux voyage avec Galabru, merveilleux voyage. Un trésor. New York, Ah oui, New York. avec un oui. taxi américain, taxi jaune. Oui. Je sais pas ce que Ah vous oui, faisiez. là c'est la danse avec la. Vous savez. Ah, c'était au cours du tournage, oui. C'est au cours du tournage. C'est Fantomas, ça. Ah oui, ça c'est Fantomas. C'était oui. sur le Vésuve. Oui. Ça, il avait Une filmé image qu'il a Bourvil. faite lui-même de Bourvil, qui se prêtait gentiment au rôle de comédien amateur Oui. face à un Regardez. caméraman amateur. Gérard Houry, Ah, qui viendra voilà, nous Gérard. rejoindre tout à l'heure. Et un grand Avec- éclat de rire. Oui. La Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Oui, toujours Légion d'honneur, tous les quatre. Ah, le mariage, ça c'était pour lui Avec Dominique. une chose énorme. Michel Galabru, qui viendra nous voir tout à l'heure. Oui. Bon, on va se dire plein de Ok. choses. Oui, oui. Avec Annie Girardot, là, qui est Annie passée. Girardot, Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Oui. Brialy, qui est de toutes les cérémonies et qui était Oui. donc de celle-là. Ah, le voilà avec son gros chien qui a failli me dévorer. Puis ses vaches. Oh, trésor, Julia. Voilà ma fille Julia. Oui, notre petite fille Julia, adorable. Et voilà, les quelques dernières images. Ça, c'est à Capri. Et c'est un dernier Ça se voit, sourire. d'ailleurs. Voilà. Je voudrais simplement ajouter un petit mot. Dire que la musique qui était interprétée, c'est Jean-Marc Durst qui l'a Jean-Marc interprété. Durst, où est-il Il est là. Ah, il est là. Merci. C'était l'air On a- préféré de votre mari. Il le jouait à merveille aussi. Il a joué tous les airs que mon mari jouait. Je voudrais vous Et demander. dans le style, il a respecté le style de cette époque. On va reparler du pianiste tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-Marc de l'avoir interprété. Oui. On va reparler du pianiste. Magnifique, Jean-Marc. J'ai deux petits exercices à vous demander. Le premier, c'est de choisir une première date importante pour vous. C'est la date de votre mariage. Vous Voilà. souvenez-vous de la date de votre mariage? Quelle Oui. question? C'était le 23 avril 1943. 23 avril 1943. 23 04 43. Il y a aussi quelques photos, et nous en avions parlé lorsque je vous avais rencontré, qui ont été prises chez Madame et Monsieur Gastine. Qui étaient Madame et Monsieur Gastine? Ah, ça a été nos amis très chers qui nous ont facilité la vie à ce moment-là. Comme vous savez, j'étais dans une famille très sévère. Oui. Et pour nous rencontrer, c'était très difficile. Aïe, Louis et vous. Alors nous nous en rencontrions chez les Gastines. Il fallait donc des complices. Il fallait des complices. Et on a passé des soirées, des nuits avec les Gastines merveilleuses. Je voulais vous faire un petit cadeau ce soir, puisqu'il y a très très longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Madame Gastine est là, regardez. Non, Regardez, Marie-André. venez avec nous, Marie-Ange, Marie-André, venez, voilà. belle. Elle est là dans le public. Voilà, la complicité du début. Quel bonheur, Jeanne, de vous voir. Je vous ai cherché beaucoup.
Je vous ai cherché beaucoup. Asseyez-vous. Asseyez-vous, madame, à côté de Patrick. Voilà, asseyez-vous. Et j'aimerais que vous me disiez quelques mots, madame. Bonjour, Olivier. Vous étiez la complice. Vous étiez la complice de madame et monsieur de Funès. Racontez-moi les souvenirs que vous avez de ce jeune couple que vous receviez, vous, jeune couple aussi. D'abord, je pense que nous sommes parmi les plus anciens amis de Louis et de Jeanne. Oui. Ça remonte déjà à très longtemps. Oh, oui, oui, Et nous oui. nous sommes rencontrés En 1942. en 1942. Les photos prises par Jean, par mon mari, sont datées au dos de 1942. Avril, il y en a même d'avril 1942. Alors, c'était simplement le cadeau que je voulais vous faire parce que je sais que vous vous étiez perdu de vue, qu'il est toujours très compliqué de trouver les adresses des unes et des autres. Et je voulais simplement profiter de Sacrée Soirée pour que ce soir vous puissiez à nouveau vous rencontrer et évoquer des souvenirs chaleureux. Merci beaucoup, madame. Merci mille fois, madame Gastine. Alors, nous reparlerons tout à l'heure avec Olivier, Patrick et vous, madame, de Louis de Funès qu'on ne connaît pas, de cet homme généreux. Généreux. Et c'est ce qui ressort de tous les entretiens que j'ai eus avec les uns et les autres. Nous parlerons de cela dans un instant. Mais d'abord une chanson. Une chanson, il a triomphé sur la scène de l'Olympia hier soir et lundi soir. La tournée continue jusqu'au mois de juillet, passera par la France, la Hollande, la Belgique, le Canada. Il est en direct avec nous ce soir pour nous interpréter une chanson dans sa langue natale. Sa langue natale, c'est le bernois. Il est de Berne. Il chante Émigue. On m'a bien dit de dire Émigue. Voici, vous l'applaudissez, Stéphane Escher. Stéphane Escher. Geluid die worden alle dwaggen hier. Het lied voor zingen zo wie ik het zie. Ik zingen om geen prijs, nee puurtjes, nee. Wil sie in mir, Sie werden vielleicht gern im Grund noch recht und denken, dass sie jedes große Berg uns lastet auf ne wie ne schwere Stieg, dass sie in mir. Verslaat in stil. Doch dünkt sie manchmal auch, sie nicht so schlimm. Es ist gleich das Glück, auch wenn man es gar nicht will, dass wir hemmigen haben. Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der feine Schwanz. Nicht, dass wir schlechter Bäume aufkommen haben, dass wir hemmigen. Hübsches Mädchen überher. Jetzt schauen wir doch höchstens ein bisschen auf den Weg, weil wir hemmigen haben. Und wenn ich sehe, was heute der Mensch droht, so sehe ich wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was mir noch offen ist allein, dass sie hemmigen.
Stéphane Escher. Stéphane Escher, grand artiste, grand talent, superbe chanson. Émigre en bernois. Olivier, oui. Patrick, Madame de Funès, nous évoquons la mémoire de Louis de Funès ce soir. Je disais tout à l'heure que c'était un homme généreux. Dites-moi, généreux comment avait pu mesurer sa générosité, Olivier? Ah ben, la générosité, c'était sa qualité principale. Ouais. C'était extraordinaire. Il aimait donner énormément. Il donnait même un peu trop, souvent, à des gens qui ne le méritaient pas forcément. Mais il donnait, comme vous dites, il donnait qu'est-ce qu'il voulait donner dès qu'il voyait quelqu'un qui était en difficulté, ou comme il avait toujours un petit peu honte de gagner de l'argent, il aimait beaucoup donner. Alors il avait des manies, il donnait beaucoup de télévision, il donnait beaucoup de bicyclettes, des choses comme ça, des gens comme ça. Mais avec raison, quand même, on ne donne pas des postes de télévision ou des bicyclettes. Non, ça le prenait comme ça. Sauf dans un jeu télévisé. Non, ça le prenait, on avait rencontré quelqu'un dans la journée, oui. Et en rentrant, il nous disait, je vais quand même peut-être leur offrir une télévision, parce qu'ils n'ont pas de télévision, je vais leur offrir une télévision. Je disais, ah bon? Et il offrait une télévision? Il offrait une télévision, oui. Au denier du culte, je suppose qu'il était généreux aussi? Oh là là, partout. Qui tenait les cordons de la bourse, Madame de Funès? C'est vous? Oui, il me donnait des ordres. Eh bien, tu enverras un chèque. Oui. À, par exemple, la Société protectrice des animaux. Oui. Je disais, bon, d'accord, très bien, quelle somme? Une somme époustouflante. Très bien, d'accord. 2 mois après, il me disait, eh bien, tu enverras un chèque à la Société. Mais je dis, je te signale que j'en ai envoyé il y a 2 mois. Ça ne fait rien, tu en enverras un quand même. Et c'était comme ça pour tout. Il envoyait plusieurs fois dans l'année aux mêmes personnes. Tout d'un coup, une personne devenait veuve. Il disait, eh bien, on va lui faire une rente. Parce qu'elle n'a plus de mari, il faut lui faire une rente. Et nous avons fait plusieurs rentes comme ça. Et alors là, c'était tous les mois que ça partait. C'est une immense générosité. Oui, est-ce que le fait d'avoir, je peux employer le mot, ramé pendant des années et des années, oui, parce que ça a été difficile, il est arrivé grande vedette tard. Est-ce que le fait de gagner de l'argent en quantité, et puis peut-être un peu rapidement, n'était pas pour lui, c'était pas une manière d'exorciser cette... Si, il avait honte de gagner de l'argent. Ouais. Il me disait toujours, je voudrais ne pas en gagner. Si tu étais d'accord, ça c'est toujours facile, c'est l'inverse qui est plus compliqué. Oui. Il aurait aimé finir dans une cellule de moine, mais à condition que j'y sois. Ah ben c'est pas l'usage. Lui, c'est quand même assez difficile. Et à l'inverse, Patrick, il comptait... Ah oui, comme tous les anxieux. Il était un peu obsédé dans son jardin par la disparition des prunes, des abricots. C'est-à-dire, une fois, on lui avait fait le coup. En une nuit, la totalité des fruits avait disparu. Et je crois un jardinier lui avait dit que c'était les perce-oreilles. Oui. Alors, depuis... Oui, ça y est, toujours les perce-oreilles. Alors, il comptait quand même ses abricots, il guettait la nuit, et puis surtout les œufs des poules. Il était persuadé qu'on lui volait ses œufs. Donc immensément généreux en donnant des sommes folles un peu à droite à gauche, mais il comptait les prunes et les œufs. Oh là là. Et toujours avec le flingue. Toujours avec le flingue, oui. Avec le flingue. Et il se cachait. Il comptait les œufs le matin, il se cachait, il les recomptait le soir. Alors évidemment, les poules, ça écrase toujours des œufs. Il en manquait 3 le soir, ça faisait une histoire épouvantable. Bon, nous allons maintenant parler, on va continuer, ça va être comme ça pendant toute l'émission. Nous allons parler de sa carrière de comédien. Je vous demande d'accueillir 2 personnes qui ont énormément compté dans sa vie d'acteur. Colette Brossé, Daniel Gélin. Colette Brossé, Daniel Gélin. Colette Brossé et Daniel Gélin. Asseyez-vous, Colette et Daniel. Bonsoir. Bonsoir, Colette. Alors, nous allons, avant de bavarder ensemble, Colette et Daniel, coucou, vous allez bien, mon cher Daniel? Ça va très bien. Vous comptez les prunes et les œufs, vous, à la maison, ou pas? De quoi? Est-ce que vous comptez, vous, les prunes et les œufs tous les matins? Non, j'ai abandonné tout ça, moi. J'abandonne tout ça. Ouais. Quand je me suis aperçu qu'avec les frais, les œufs coûtaient à peu près 100 francs, j'ai très vite arrêté. Ça, non, c'est fini. Vous les achetez donc au supermarché? Oui, voilà. C'est beaucoup moins... Simplement. Colette et Daniel, on va parler ensemble de Louis de Funès qui nous réunit ce soir. Mais avant d'entamer la conversation, je vais vous demander de le regarder et de l'écouter parler. Et dans ses propos, il va parler de vous, évoquer votre rencontre, mais d'abord, il va surtout évoquer les métiers qu'il a fait avant de devenir pianiste et comédien. C'est époustouflant. Regardez. J'ai été apprenti foreur à l'école professionnelle de la forure, qui existe toujours du côté de la Bastille. Et là, il y avait dans la fenêtre, sur la fenêtre d'en face, de l'autre côté de la rue, une dame qui avait une petite cage, avec dans cette cage un petit canari.
Et nous avions des élastiques sortis de notre bretelle attachés au doigt, avec des petites épingles recourbées. Nous tirions et bang, les bis. Non, mais rassurez-vous, on n'a jamais touché l'oiseau. Mais cette dame a convoqué la police et enfin j'ai été mis à la porte, je me suis dit non, c'était moi le chef de bande et voilà. Ensuite, vous avez été arpette. Ah non, oui. Oui, dans le métier de la fourrure, ça se dit arpette. Il y a une maison qui après m'a mise à la porte de l'école, a bien voulu me prendre comme arpette, c'est-à-dire à faire les livraisons, et puis le soir à ramasser les épingles et les clous avec un aimant et les mettre dans une cuvette, dans 2 cuvettes suivant qu'ils sont droits ou courbés. Ce qui explique que vous soyez devenu dessinateur industriel, alors. Oui, dessinateur industriel dans une usine de voitures disparue maintenant qui s'appelait Rosengart. On venait le matin à 7h30 et puis on ressortait le soir vers 7h30 aussi. C'était alors la sortie de l'usine de Charlot des temps modernes. Là. Et ensuite, ce qui est tout à fait surprenant, vous voilà être comptable. Ah oui, j'ai été engagé comme classeur, c'est-à-dire le matin, pour trier les lettres. Alors les lettres à F, on les mettait à F, T à T, S à S, etc. Et puis ensuite, pendant la période des vacances, j'ai remplacé un comptable qui était parti en vacances, et je l'ai remplacé. Mais du fait que j'ai commencé à faire de la comptabilité, il a fallu mobiliser 2 comptables pour vérifier ce que je faisais, et il y avait des erreurs monstrueuses, et j'ai été mis à la porte. Et vous avez été étalagiste. Ah oui, pendant 5 ans, mais ça m'a beaucoup plu. Ah, j'ai été pianiste, j'ai fait un nombre incalculable de bars, à la mode, enfin tout ça. Et la dernière place que j'ai fait, les autres ressemblent à cette place, mais la dernière place, c'était jouer de 5h30 du soir à 5h30 du matin. Je ne sais pas si vous voyez la petite aiguille, mais je vous jure qu'elle ne va pas vite. Ça fait 12 heures, 1000 francs et nourri. Et enfin, vous arrivez au cinéma. Quelle a été votre première expérience? Ma première expérience, c'est Daniel Gélin qui me l'a donné, qui m'a fait... Enfin, c'est grâce à lui que c'est Gélin qui m'a aidé, d'ailleurs. C'est toute une histoire à aimer le cinéma. C'est lui qui m'a mis dans le cinéma et le théâtre. Mais c'était un petit rôle qu'il m'a procuré. C'était la tentation de Barbizon. J'ouvrais une porte, l'arquet passait et je la refermais. Un point, c'est tout. Mais votre vrai départ, ça a été avec les Branquignoles. Oui, j'ai tourné. Dans les vacances, alors. Ah oui, j'ai joué à un tas de choses avant, la puce à l'oreille, à un tas de choses, mais à la tomate, c'est le genre de jeune renard, et puis ça a été les Belles Bacchantes, avec Robert Derry, Colette Brossé, ça m'avait beaucoup plu aussi, on l'a joué 700 fois. Voilà. Ah ça, c'est un document que nous avons retrouvé, il me semble que c'est André Leclerc qui interrogeait Louis de Funès. Il me semble que c'est un extrait de l'émission Au-delà de l'écran qui donnait des coulisses. Comment l'avez-vous rencontré? Comment avez-vous mis le pied à l'étrier? Moi, je l'ai connu d'abord au cours Simon. Nous étions assez nombreux. Je crois que c'était à la fin de la guerre. Et il était un peu plus âgé que nous tous. Et on ne sait pas trop d'où il venait. Et il passait des scènes. Il était absolument unique. Il avait un visage assez banal, mais finalement, il ne ressemblait à personne. Et là, il avait une façon de jouer, une gestuelle que j'avais jamais vue nulle part. Il est resté pendant quelques mois. Je me souviens, il travaillait les rôles de Max Derly. Moi, j'ai eu l'idée de lui faire jouer Volpone. Je faisais Mosca, il avait joué Volpone. Et c'est très curieux parce que plus tard, dans le Petit Baigneur que Robert a mis en scène, il y a une scène à la fin où on a l'impression qu'il joue Volpone. Et puis, je lui ai demandé de travailler des poèmes. On ne sait pas quel poème il pouvait dire. Il a dit du Jean Rictus. Et puis, subitement, il a disparu de la circulation. Il y a eu la Libération. Et puis, 1 an après, moi j'habitais à ce moment-là rue Cardinet. Tout à fait par hasard, d'ailleurs, habitait au-dessus Louis Jourdan, que j'avais connu également, et Pierre-Richard Will, mon dernier étage, tout à fait par hasard. Et je prenais mon métro au métro Villiers. Et là, je rencontre De Funès, que je n'avais pas vu depuis 2 ou 3 ans. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis pianiste, je fais des vitrines l'après-midi, etc. Je lui dis, écoute, on me demande, moi, de mettre en scène, des camarades ont envie de jouer une fois une pièce en entier à la salle Chopin-Pleyel, dans des rideaux, mais une pièce de Marc Gilbert Sauvageon qui s'appelle L'amant de paille. Et il y a un rôle de comique qu'on m'a imposé, je trouve pas très bien, tu veux pas essayer? Mais il faut que je parle à la Jeannette, faut pas, déjà inquiet, terrorisé. Je lui dis, mais t'inquiète pas, ça sera en matinée, tu pourras faire le piano le soir. Et alors, on a commencé à répéter, et mes copains me disent, mais ton copain, il est bien, mais il fait ce qu'il veut, vous inquiétez pas pour lui. Vous inquiétez pas pour lui. On a fait la représentation, il a tout ramassé. Alors après cette pièce... Qu'est-ce qu'on appelle tout ramasser dans le monde du spectacle? C'est-à-dire que chaque fois qu'il l'ouvrait, même que tu ne l'ouvrais pas, il riait. Ouais. Il ramassait tout. C'est lui on avait l'impression qu'il avait le rôle principal. Et alors après, il a joué cette pièce au théâtre... La Gaîté Montparnasse, il a joué au Petit Bonheur, que j'avais repris moi après Gérard Philippe. Il a repris le rôle du journaliste qui a été créé par Dinam. Et puis quelques mois plus tard,
on m'a demandé de jouer une pièce au bouffe d'une heure qui s'appelait Winterset, adaptée par Marcel Achard et Jacques Emmanuel. Et là, je suis arrivé parce que Reggiani n'était pas libre. J'étais la doublure officielle de Serge Reggiani, il n'était jamais malade. Et là on m'a téléphoné chez moi à Saint-Malo, j'étais en perte de vitesse totale. On m'a dit, il faut que tu reprennes le rôle en 10 jours parce que Serge tourne la nuit, les portes de la nuit. Je suis arrivé à ces répétitions-là et j'ai vu un comédien que je ne nommerai pas, que je ne vais pas